Bonjour à tous. Dans la première partie de ce chapitre 6, nous avons découvert ensemble la notion d'objet, et puis je vous ai présenté la puissante interface d'objet et d'animation. Nous avons donc parlé de l'objet image et de quelques-unes de ses propriétés. Il y a d'autres objets. Il y a donc l'objet vidéo, l'objet masque. Alors l'objet de vidéo, c'est l'insertion d'une vidéo, tout simplement. Je ne vais pas le faire car j'aurai l'occasion de le démontrer un peu plus tard. L'objet masque, là je pense qu'on va consacrer une vidéo entière à cet objet un petit peu complexe, mais pour le présenter, il faut avoir découvert totalement les fonctionnalités des objets et des animations. L'objet cadre, qu'on utilise très peu en diaporama créatif. L'objet bouton. Donc cet objet bouton, il n'a aucune utilité dans le diaporama créatif, bien évidemment, hein. On ne va pas créer un bouton en plein milieu de notre image pendant la projection de notre montage. On n'est pas dans ce cadre-là. Encore une fois, je vous le répète, PTE balaye beaucoup plus large que le diaporama créatif. Et ça veut dire qu'il y a des objets qui sont utilisés dans d'autres applications, dans d'autres diaporamas que le diaporama créatif. L'objet texte, vous en doutez, il va être très utilisé dans le diaporama créatif. Hein, ça va permettre de faire des titres, des génériques, des sous-titres. Donc il a toute sa place dans ce contexte-là. Là, je le supprime, là, j'en ai pas besoin. L'objet rectangle, là, j'ai encore pas trouvé d'application, je ne l'utilise pas personnellement, mais peut-être qu'il peut avoir une utilité. Il existe avec ses propres propriétés, la couleur, la taille, etc. Et l'objet image, donc vous vous en doutez bien, lui, il a toute sa place dans le diaporama créatif et il va être très utilisé. Donc là, si vous vous en souvenez, on est au début de la séquence, au début du diaporama. On arrive dans l'atelier de Robert Magan et on entend un bruit de ponceuse, hein. Je peux jouer en appuyant sur le bouton lecture la vue sélectionnée. Voilà, on entend un bruit de ponceuse. Donc pour que ce soit plus réaliste, j'ai envie de mettre des étincelles qui émanent de la ponceuse. Pour ce faire, je vais amener en surimpression une image d'étincelles et puis je vais faire clignoter ces étincelles. Je peux le faire à travers l'interface d'animation, bien évidemment. Donc là, je vais aller rechercher l'image d'étincelle. Je vais prendre garde de sélectionner aucun objet. Pour ce faire, je clique dans la partie grisée de mon espace de travail. Un objet peut avoir trois statuts. Il peut être indépendant, il peut être parent ou il peut être enfant. Pour le moment, on va retenir que les objets sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils ont leur vie propre, leurs propres animations, leurs propres propriétés. Donc pour ce faire, il faut sélectionner aucun objet avant d'intégrer votre prochaine image. Donc c'est le cas à présent. Je vais chercher l'image d'étincelle dans mon répertoire. Voilà mes étincelles. Je les ouvre. Alors vous voyez que l'objet étincelle s'est ajouté dans la liste des objets. Automatiquement, il vient en premier plan. Je peux intervertir, échanger, modifier l'ordonnancement des objets, hein. Pour ce faire, il suffit de cliquer droit sur un objet et de sélectionner ordonner, et je peux le mettre devant, le mettre derrière, l'avancer d'un cran ou le reculer d'un cran dans la liste de mes objets. Donc il y a même des raccourcis clavier qu'on utilise plus facilement d'ailleurs. Contrôle page down pour reculer d'un cran, Contrôle page up pour avancer d'un cran, Shift page up pour mettre complètement devant, et Shift page down pour le mettre complètement derrière. Donc sachez qu'on peut ordonnancer ces images. Pour le moment, je vais la laisser devant.
Et puis je voudrais lui donner une certaine forme. Je voudrais que mes étincelles soient un petit peu mieux en rapport avec l'image sur laquelle elles vont apparaître. Donc pour ce faire, je sélectionne mon objet étincelle, hein, et là vous voyez que j'ai les propriétés d'une image, hein, c'est une image. Donc c'est pas un objet principal, et le reste, pour le moment, ça m'intéresse pas trop, on y reviendra dessus. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais aller dans l'onglet Animation. Je vais me positionner sur le premier point de mon interface d'animation, c'est-à-dire le début de ma vue, hein. Donc il faut savoir que ma vue apparaît à 5 secondes 438 millièmes, vous voyez que c'est précis, du début de mon montage. Et ce point-là, c'est un key point. On retrouve nos fameux key points comme sur la bande son. Sur la bande son, je les avais appelés points clés. Là, pour différencier un petit peu de la bande son, on va les appeler points de contrôle. Donc, le premier point de contrôle est fixé d'autorité par PTE. Il faut savoir que si on fait une animation sur une image, sur un objet, on le fait par rapport à un point de contrôle. D'accord? Là, donc au début, je veux que cette image soit un petit peu opaque, qu'elle soit un petit peu transparente. Donc pour ce faire, je vais dans l'option opacité. Par défaut, elle est à 100%, donc complètement apparente. Là, je vais la rendre un petit peu transparente pour pouvoir la dimensionner correctement par rapport à ce que je veux faire. D'accord? Alors dans cet onglet d'animation, on peut fixer plein de choses, hein. On peut fixer le panoramique, vertical ou horizontal, avec des points, des coordonnées en fait. On peut fixer un zoom, c'est-à-dire qu'on peut s'approcher d'un point de l'image ou bien s'en éloigner avec des valeurs. Les valeurs qui là sont en pourcentage. Donc par défaut, l'image est à pleine puissance, à 100%. On peut fixer une rotation à l'objet. Donc inutile de vous préciser de quoi il s'agit. On peut déplacer son centre, on verra que c'est très utile dans certains cas. On peut jouer sur le flou, on peut rendre flou une image, ça peut être intéressant aussi, et fixer la valeur du point de contrôle. Là, le point de contrôle est à 0. Alors là, par contre, petite subtilité de PTE qu'il vous faut tout de suite savoir, c'est qu'un point de contrôle, quand on le définit ici, dans l'onglet Animation, on le définit par rapport au début de la vue. Si on définit un point de contrôle sur l'échelle de temps de la vue, on le définit par rapport au début du montage. Vous voyez que le premier point de contrôle est à 5 secondes et quelques du début du montage. Il faut le savoir, il faut bien intégrer cette petite différence. D'accord? Donc là, ce qui m'intéresse, c'est que je veux orienter correctement mes étincelles. Et alors là, vous allez toucher du doigt toute la puissance de l'interface d'objet et d'animation de PTE. Je prends soin de bien être positionné sur un point de contrôle. Un point de contrôle sélectionné apparaît en surbrillance bleue. J'ai essayé de ne pas sélectionner, voilà. Donc si je n'ai pas de point de contrôle sélectionné, j'ai rien du tout sur l'échelle de temps. Voilà. Alors comment je vais faire? Je vais réduire l'interface de travail, c'est-à-dire que je vais agrandir l'interface de travail pour être plus précis et réduire mon objet. Enfin mes objets, il y en a deux là, hein, on est bien d'accord. Je prends garde à être bien sélectionné sur l'objet étincelle. Ça, faut faire attention, c'est un piège dans lequel on tombe très très souvent. On travaille sur le mauvais objet, donc on fait bien attention
d'être positionné sur l'objet sur lequel on veut travailler dans la fenêtre des objets et de bien être sur le point de contrôle sur lequel on veut travailler. Voilà, ça je vous le répéterai peut-être encore, ça c'est très important, on se fait très souvent piéger. Et tous ces paramètres d'animation sont propres au point de contrôle sélectionné et propres à l'objet. D'accord ? Ceci étant posé, je vais agrandir un petit peu mon objet image étincelle. Je voudrais qu'elle soit un peu plus grande, là, que je puisse les positionner correctement. Pour ce faire, vous voyez que j'ai des poignées tout autour de l'objet. Si je prends une poignée dans le coin supérieur droit, là, vous voyez que mon pointeur de souris change de position. Et là, je peux tirer l'objet. Si je le tire, il va s'agrandir de manière proportionnelle. Si je veux l'agrandir de manière non proportionnelle, j'appuie sur la touche Shift en même temps que je le tire. Là, je le fais, c'est pas génial. Dans le cas qui nous occupe, c'est pour vous montrer donc l'influence des différentes choses. Voilà, s'il veut bien s'arrêter de bouger, là, on pourra continuer notre démonstration. Voilà, donc je refais un petit peu plus correctement. Même chose pour les autres poignées, je le tire latéralement, en haut, en bas, sur tous les côtés. Et si j'appuie sur la touche Shift, je le fais de manière non proportionnelle. Voilà, ça me convient à peu près. Là, ce que je voudrais, c'est orienter différemment les étincelles. Je voudrais qu'elles soient bien en diagonale, ça donne un peu de puissance, mais je vais peut-être les aligner sur le côté de ce meuble-là, pour que ce soit plus harmonieux. Pour ce faire, je vais faire une rotation. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est quand j'ai agrandi mon image, j'ai bien évidemment modifié les coordonnées de mon panoramique. Vous voyez que les abscisses et les ordonnées ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, c'est fait à la souris de manière très visuelle. Si on travaille à travers un tableau Excel, parce qu'on a calculé des valeurs, on peut les rentrer directement ici. Et également, j'ai agrandi mon objet image, donc le zoom s'est trouvé agrandi, donc de manière proportionnelle ici, parce que je l'ai fait de manière proportionnelle. On est toujours d'accord. Donc là, si je vais dans le coin supérieur droit de mon objet, vous voyez que si je suis un petit peu en dehors, le pointeur de ma souris prend une forme différente pour me dire que là, je peux faire une rotation. Donc je vais faire une rotation de l'image pour essayer d'aligner un petit peu. Vous voyez, hop, doucement. On va y aller très très doucement. Voilà, pour essayer de les mettre un peu plus en rapport avec le... Voilà, à peu près quoi. Et oui, c'est tout ce travail, un diaporama. Vous voyez, c'est sur une seule image, mais tout doit être harmonieux, tout doit paraître naturel pour le spectateur. Et ça, c'est le travail du diaporamiste. Vous voyez que sur une seule image, on peut passer beaucoup de temps. Et sur un montage qui fait 12 minutes, je peux vous dire qu'on passe énormément de temps pour que la bande son soit impeccable et pour que les transitions, les animations paraissent le plus naturelles possible. Voilà, je voulais souligner un petit peu cet aspect. Et vous voyez que ma rotation, les paramètres de ma rotation, se sont trouvés modifiés de manière visuelle. Voilà. On va rester là-dessus, donc sur ce point de transition. Au départ, mon image étincelle, mon objet étincelle, va apparaître avec une opacité très faible, et puis des valeurs de panoramique, de zoom, de rotation. Il est bien évident, on est toujours d'accord, je l'espère, que dans la partie grise, on a une partie de l'image qui ne sera pas visible sur l'écran de projection. C'est bien ce que je veux. Là, je vais revenir en mode auto. Voilà. Et je vois donc dans la partie non grise
tout ce que le spectateur verra. Bon, ça me convient assez bien. Je vais la rendre peut-être un peu plus opaque, un peu plus transparente plutôt pour le début. Voilà, que ce soit très léger. Sur ce point de transition, on est toujours sur les paramètres de ce point de contrôle. Hein, pas point de transition, mais point de contrôle, on est bien d'accord. Donc je vais vouloir faire clignoter ces étincelles. Comment je vais faire? Eh bien c'est tout simple. Je vais jouer sur l'opacité de mon objet étincelle. Donc le fait qu'il soit plus présent à certains moments et plus transparent à d'autres moments va donner une impression de clignotement. Donc, beaucoup plus réaliste de ce qui se passe vraiment dans l'atelier de Robert au moment où il est en train de poncer. Pour faire varier cette opacité, eh bien, tout simplement, je vais fixer d'autres points de contrôle. Et sur ces autres points de contrôle répartis sur la ligne de temps, je vais modifier l'opacité de mon objet étincelle. Vous voyez un peu la manœuvre. Donc là, je vais fixer un autre point de contrôle un peu plus loin en dupliquant les valeurs de mon premier point. C'est-à-dire que je vais récupérer les valeurs de panoramique, de zoom et de rotation. Je ne veux pas modifier la position de mon objet sur le point de contrôle suivant. Donc pour ce faire, je fais un clic droit sur le premier point de contrôle et je fais l'option dupliquer le point de contrôle. Il va se dupliquer automatiquement une demi-seconde plus loin. Je peux le bouger si je veux, avec la souris, si je veux qu'il soit plus près, plus loin. Bon, on va faire ça un petit peu comme ça dans un premier temps. Donc là, il est sélectionné, vous voyez, il est en surbrillance bleue. Et là, la valeur de l'opacité, qui est celle du... On a dupliqué le point de contrôle, donc c'est bien celle du premier point de contrôle. J'espère que je suis toujours clair, même si je joue sur la transparence. Donc là, je vais le rendre plus visible, mon image. Tant qu'il n'est plus visible, je ne veux pas y aller à fond. Je veux toujours qu'on voit l'image de fond, l'image de l'atelier. Par rapport à ce point de contrôle, je vais le dupliquer à nouveau. Et je vais fixer un autre point de contrôle en faisant varier un petit peu cette opacité. Je vais la rendre plus faible. Vous voyez le but de la manœuvre et je continue ainsi de suite. Là, je duplique le point de contrôle en question. Je joue sur l'opacité. Je la rends plus importante. Je duplique le point de contrôle. Il se fait toujours une demi-seconde plus loin, mais bon, on pourra le faire varier après, si ça ne satisfait pas. Et là, je le rends plus transparent. Je duplique le point de contrôle. Je le rends plus présent. Je duplique le point de contrôle. Là, je vais m'amuser à le rendre presque complètement présent. Je duplique le point de contrôle. Je le rends plus transparent. Voilà. Et je vais même jusqu'au bout de l'image. Je vais même dans la durée de la transition avec l'image suivante. Parce que mon image est toujours à l'écran, ne l'oubliez pas. C'est pour ça que c'est important de vraiment jouer sur la durée réelle de notre image. Et puis je vais en faire une dernière fois ici. Voilà. Et là, on va passer en mode lecture. On va démarrer du départ. Et on va voir ce que ça donne, si ça fonctionne bien. Mon histoire de clignotement. Écoutez, ça fonctionne pas trop mal. C'est peut-être un peu trop présent par moment. Donc là, ce sera facile. Je ne vais pas le faire devant vous. C'est des réglages, c'est des mini-réglages qu'on s'amuse à faire quand on est tout seul. C'est un petit peu barbant pour le spectateur que de voir ces mini-réglages, mais vous avez compris le principe. En jouant donc sur la transparence d'un objet,
on peut le rendre plus ou moins présent. Et là, dans le cas présent, j'ai fait un effet de scintillement. Je vous dirai pas très facilement, hein, parce qu'il faut fixer plusieurs points de contrôle, il faut quand même travailler un petit peu. Mais voilà une application de nos points de contrôle. Donc on a découvert cette notion de point de contrôle et des propriétés d'animation d'un objet. Dans la vidéo suivante, à travers un nouvel exemple, on va découvrir l'objet texte. On va s'amuser à fixer le titre de notre montage et on va découvrir l'objet texte, ses propriétés, et on va parler aussi, pendant qu'on y est, de ces notions de statut d'objet, d'indépendant, de parents et d'enfants. À bientôt dans la prochaine vidéo.